commencer. Hop. Audrey, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois que tu t'es posé la question du sens de la vie? Ah oui, déjà, direct. Ah là, je pense de par mon parcours de vie, je me suis posé la question très tôt. J'ai eu une enfance un peu particulière avec voilà, des euh, grosses choses qui se sont passées et du coup, je pense que ça a dû arriver très tôt, peut-être vers 10-12 ans, quelque chose comme ça. D'accord. C'est un peu comme Obélix, moi je suis tombée dans la marmite étant petite puisque je me suis retrouvée, je crois que la première fois où j'ai tiré les cartes pour moi, j'avais 7-8 ans. Ah, donc j'ai très tôt accepté des choses qu'on ne voyait pas, dont on ne parlait pas et qui m'ont amené à avoir du sens en fait dans mon quotidien pour la suite. Et comment s'est un peu manifesté à 10-12 ans ce questionnement? Par quel angle, je dirais, par rapport justement à certains visibles, par rapport à tout ce qu'on peut mettre dans cette catégorie? Je dirais que j'avais la sensation très tôt de ne pas appartenir à, de ne pas être comme les autres en fait, de sentir qu'il y avait quelque chose de différent. J'ai très tôt senti aussi des manifestations extérieures, voilà, des moments forts où il y avait une porte qui claquait, où il y avait un animal qui arrivait à ce moment-là, ou voilà, des manifestations de la nature qui répondaient avec ce que moi je vivais à l'intérieur de moi. Et du coup, je me suis rendu compte et j'ai très tôt été chercher des réponses ailleurs, dans des livres, dans des questionnements parfois un peu gênants, justement, pour ma famille autour. Et voilà, je me suis dit, il y a quelque chose que les autres n'expliquent pas forcément ou qui ne m'ont pas été donné, mais qu'il faut que j'aille creuser parce que ça résonne différemment à l'intérieur de moi. Ouais, il y avait comme un appel déjà par rapport à des choses, effectivement, des questionnements que d'autres personnes adultes n'avaient Ouais, pas autour de toi, n'étaient pas forcément dans ce ouais, tout à cheminement. fait. Et même, je vois dans mon expérience, c'est des choses que moi, je suis quand même arrivée dans ce chemin-là assez tôt. Et ma famille y est arrivée plutôt tardivement. On en parle aujourd'hui très librement et tout, mais ça a mis beaucoup de temps à se délier au niveau des langues. Donc, voilà. Ah oui, ça s'est fait quand même, c'est déjà ça. Oui, ouais, ouais, j'ai de la chance. Bon, après, je j'ai pas laissé beaucoup de choix, hein. C'est-à-dire que j'ai quand même un caractère un peu affirmé, donc quand j'ai voulu y aller, j'y étais. Et ils suivent pas, mais Et est-ce qu'il y avait déjà des personnes justement dans ta famille, tu parlais de tirer les cartes à 7-8 ans, ouais. justement, quel style de jeu de cartes c'était par rapport à toi? Est-ce que c'était plutôt oracle, plutôt tarot, plutôt Non, ça a été du tarot de Marseille, du tarot de très Marseille? vite. Ouais, en fait, ça appartenait à ma maman qui n'en parlait pas beaucoup. Et moi, si, dans mon histoire, j'ai perdu ma maman très tôt. Et en fait, ça a été dans ses affaires que j'ai pu les retrouver. Et c'est quelque chose dont personne dans ma famille n'a parlé. Et j'ai même essayé de questionner après et tout. Et il n'y a rien, rien, je n'ai rien su. Donc je pense qu'elle faisait ça aussi très discrètement quand elle le faisait. D'accord, ouais, ouais, donc il y avait déjà quand même cette présence très discrète du tarot de Marseille qui Ouais. était, c'est vrai que très répandue aussi déjà. Toi, à l'âge de l'adolescence, comment ça va un petit peu? Est-ce que tu vas quand même continuer à avoir ces questionnements qui vont rester dans ton adolescence, dans ton parcours justement de jeune, finalement, d'être humain qui évolue, qui arrive comme ça à l'âge adulte presque, et puis qui commence à se poser toutes les questions par rapport à son avenir, notamment qu'est-ce que je vais faire sur Terre? Qu'est-ce que je fais là, quoi? Alors, j'ai eu un moment, je pense, une coupure, un rejet, le temps de vraiment de l'adolescence pure, quand j'étais encore dans ma famille, en fait. Et c'est quand je me suis retrouvée toute seule. En plus, je suis partie dans le domaine plutôt scientifique, puisque j'ai fait une licence de biologie. Donc, je suis vraiment partie à l'extrême opposé. Et c'est quand je me suis retrouvée à la fac toute seule où j'ai, grâce à Internet, grâce à tout ça, pu repartir sur des bases ésotériques et replonger là-dedans. Et là, pour le coup, commencer à vraiment l'accepter. C'est-à-dire que je suis vraiment revenue à la base. On a de la chance à Rennes d'avoir une super boutique aussi ésotérique. Donc j'ai passé des heures et des heures en fouillant dans les bouquins, voilà, en allant chercher tout ça. Et je me suis rendu compte, en fait, sortie de ce contexte familial
Pas imposant parce que ma famille n'a jamais été comme ça, mais en tout cas qui suivait les règles que tout le monde suivait, que j'avais laissé tout ça de côté et laissé taire tout ça en fait. Et, euh, et c'est une fois revenue dans mon indépendance que je me suis dit, ouais, mais ça me correspond pas, c'est quand même pas moi. Mais Mhm. j'ai encore mis des années après avant de l'accepter et d'aller Ouais, ouais. Et quels ont été un petit peu je de dirais rester là. les premiers, peut-être les premiers ouvrages, les premières pratiques, peut-être pratiques davantage, qui ont ouvert une reconnexion à toute cette vie intérieure, cette vie spirituelle justement qui s'est installée à ce moment-là. Alors, j'ai fait des ouvrages très généralistes. En fait, je dirais pas forcément sur les bouquins, Ouais, je dirais sur les rencontres. oui, c'est ce que je En pense. fait, j'ai fait partie à l'époque d'un forum qui est encore accessible d'ailleurs en ligne, qui s'appelle le Forum ésotérique de l'Alliance Magique, qui était qui était le plus gros forum ésotérique à l'époque. Mais sauf que j'ai été dès le départ, avant qu'ils grossissent, et ce qui fait que j'ai fait la connaissance de personnes formidables qui sont toutes dans les équipes vraiment, on va dire, au cœur du forum, dont j'ai été modératrice après par la suite sur certaines sections, où on a tous eu ce même élan d'aller persévérer dans un ou deux domaines, tout en allant chercher les connaissances à la base. Donc, moi, je vois par exemple, je me suis spécialisée dans la chromothérapie à l'époque, et pour aller voir les origines de la chromothérapie, je suis repartie sur les ouvrages vraiment très anciens, sur le canon de la médecine de Paracelse au Xe siècle, sur tout ça, pour vraiment aller chercher les origines et pas surfer sur déjà les courants un peu New Age qu'il y avait à l'époque. D'accord. Ouais. Voilà, donc je suis repartie sur du Goethe, sur du Steiner, voilà, je suis vraiment revenue sur des ouvrages anciens et généralistes pour reprendre la base, en fait, même. Et c'est ce qui Mhm. a toujours motivé après ma façon de travailler. Il y a une rigueur qui s'est installée par rapport Ouais, effectivement aux sources de l'ésotérisme, je dirais de la recherche tout simplement, hein. c'est ça, L'Alliance Magique, oui, je pense qu'il y a un cheminement. Moi, j'avoue que je ne connais pas personnellement le forum, mais je pense que c'est vraiment un cheminement de retourner le plus possible dans les textes anciens c'est ça. et de retourner vraiment aux sources des expériences aussi, hein, des expériences, du vécu de chacun, plus que par rapport aux ouvrages qui aujourd'hui sont vraiment multipliés au XXe siècle sur des sujets peut-être un peu trop généralistes, peut-être un peu éloignés parfois de la réalité première qui avait, ou le sens, la philosophie aussi qu'il y a derrière différentes pratiques. Ouais. Et puis de revenir, alors ça c'est probablement la formation scientifique hein, de base, qui est de revenir au test, de revenir à la source, d'entrecouper les sources, de les recouper pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière et pas juste dire une information et sortir dessus telle qu'elle. Hmm. Oui, puis je pense qu'au-delà effectivement de revenir aux sources, c'est aussi enraciner la pratique, puisque c'est vrai qu'on a tendance peut-être à être un peu dans une vision utilitariste, ne pas savoir finalement qu'est-ce qui a été fait avant nous, et plus de à quoi ça sert pour nous aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on passe à côté, je pense, un petit peu justement de l'enracinement d'une pratique dans le temps, où on peut croire que c'est nouveau, alors que c'est pas du tout nouveau en fait. Ce sont des choses qui existent déjà depuis des milliers d'années, et je pense qu'on en parlera un petit peu après, mais dans tout ce qui est énergétique, effectivement, bioénergie, chamanisme, bah, on parle de mots avec des mots modernes évidemment, mais ça ne veut pas dire que dans d'autres époques, il n'y a pas eu les mêmes pratiques, des pratiques similaires avec d'autres mots, d'autres façons de faire, quoi. Mmh, tout à fait. Et puis l'utiliser aussi de le tester sur soi. Il y a ce qu'on apprend, ce qu'on retient avec la tête et puis ce qu'on vit avec le corps. Et ça, c'est aussi important pour moi d'aller tester ces pratiques, d'aller les mettre en application avec notre propre vécu, avec notre propre expérience. Parce qu'il y a des choses qui vont fonctionner pour certains et pour d'autres non, parce qu'il y a des choses qui vont nous parler, et puis il y a des choses qui vibrent à une autre fréquence qui est celle du corps, et pas forcément celle de l'esprit. Et c'est pour moi extrêmement important euh, de pouvoir le vivre en fait. Hmm. Et à quel moment tu passes de effectivement cet investissement, cette recherche, j'allais dire, d'arrière-plan, où on ne s'investit pas soi-même pour proposer aux autres des choses, et le moment où tu décides de proposer tes services, un petit peu de dire aux autres, bah voilà, je vais tester sur vous mes connaissances, ce que j'ai vécu, j'ai cet élan pour aller vers les autres. Alors, ça arrivait un peu tard, c'est-à-dire que bon, moi, je parle de ça il y a déjà 15-16 ans. Donc du coup, c'était beaucoup moins ouvert qu'aujourd'hui. Les gens ne s'installaient pas forcément.
Et du coup, moi, pour payer mes études, j'ai été salariée. Je suis restée dans le monde du travail pendant un moment, en tant que, rien à voir, hein, chef d'équipe en secrétariat externe paramédical. Et en fait, dans le secrétariat externe, on a commencé à voir des ostéopathes, des acupuncteurs, donc on a commencé à voir des thérapies complémentaires, on va dire, s'installer. Et j'ai commencé à me dire, ah, mais en fait, on peut peut-être en faire un métier. Et voilà, suite à cette expérience un petit peu loupée, parce que je suis restée 3 ans dans ce travail que j'adorais, mais voilà, on n'était pas du tout compatible avec ma directrice. Et j'ai décidé de tout claquer et puis de me dire allez, j'ai pas d'enfant, pas de crédit, ça sera peut-être le moment d'essayer d'aller faire ce qu'on a envie. Et voilà, et j'ai pris ma voiture et je suis partie à 600 km de chez moi pour aller faire une école en massage et médecine chinoise. D'accord. Ouais. Voilà, je me souviendrai toujours du soir où j'étais intéressée vraiment par les techniques du toucher en premier. Et j'ai cherché toutes les techniques que j'aimais et toutes se sont regroupées sur cette école. Et ce soir-là, je me souviendrai en me disant, ok, c'est bon signe, c'est que c'est là, il faut que j'y aille, quoi. Voilà. Et donc, il y a eu cette entrée en formation, du coup. Ouais, c'est entré en formation sur un an dans un premier temps et un an au bout duquel je me suis installée dans ma région natale, qui est donc le centre de la France. Et alors, c'était très amusant parce que donc, j'étais vraiment essentiellement sur le toucher. L'énergétique, assumer l'énergétique m'a pris au moins un an pour commencer à l'assumer. Mais c'était amusant parce que j'ai très vite eu de la clientèle, ça a toujours très bien fonctionné. Par contre, on ne parlait pas de moi. C'est-à-dire que j'étais la petite sorcière au fond de sa campagne que tout le monde allait voir, mais dont personne ne parlait. Donc c'était assez amusant. Voilà. Oui, c'est vrai que encore aujourd'hui, j'ai l'impression on dit pas forcément qu'on va voir un praticien. Bon, ça se dit un peu plus, mais on va pas tellement dire non plus qu'on va avoir un praticien en médecine chinoise, ou on le dit peut-être un petit peu entre amis, mais pas tellement plus. Enfin voilà, ça reste quelque chose de très discret, quoi. On va pas trop dire qu'on va chez telle personne. Bon, après, les personnes se posent des questions quand on voit quelqu'un a beaucoup mieux qu'elle n'est pas bien, et donc elle pose la question. C'est là que souvent il y a des bonnes adresses qui sont données et que le bouche à oreille marche. Mais c'est vrai que sinon, c'est pas un sujet qu'on va aborder comme ça, forcément ouvertement en entreprise ou autre. Non, ça dépend vraiment du contexte. Et puis, je te rejoins sur le fait, et pour moi, c'est ce que je conseille aussi, et à mes élèves et aux personnes qui sont on va dire, en accompagnement chez moi, c'est quand on sent un décalage justement avec son entourage sur le fait d'entreprendre cette démarche-là qui bouscule en général. Et on dit, mais oui, mais les gens ne l'acceptent pas. Et en fait, pour moi, le meilleur moyen pour les autres d'accepter, c'est d'être clair avec soi-même et de laisser la porte ouverte. Ça sert à rien d'essayer d'imposer aux autres le fait de son changement. C'est effectivement quand les gens sont prêts et disent ah mais dis donc ça te réussit, tu vas beaucoup mieux, que là on peut commencer à en parler. Et c'est ce qui a bien fonctionné parce que moi au début ma famille c'est pareil, hein, c'était moi je sors d'une famille qui est dans l'agriculture, donc dans le côté très terre à terre, et une autre partie qui était dans le médical. Donc j'arrivais vraiment en confrontation avec tout ça et ils ont mis quelques années à l'accepter, à l'accueillir et maintenant ils en sont ravis. Et ils voient que ça, je me suis vraiment réalisée dedans. Donc, C'est ça, une fois qu'on voit l'épanouissement, c'est beaucoup plus c'est clair ça, que quand au départ, quand on ne sait pas où la personne va. exactement. C'est souvent comme ça, hein. Je pense que j'ai eu témoignage récemment aussi. Voilà, on le voit souvent, très souvent même. D'où l'intérêt de se mettre en confiance aussi par rapport à sa démarche, de se connaître aussi, Tout à et fait. parfois d'être accompagné. C'est vrai que ça peut faire du bien d'avoir un accompagnement ou une personne qui va nous guider un petit peu sur notre chemin, en tout cas nous donner des indications par rapport à ce que l'on veut faire. Aujourd'hui, moi j'ai la sensation aussi que les médecines complémentaires sont beaucoup plus intégrées à la médecine dite Bien sûr. conventionnelle, ce qui n'était pas forcément le cas aussi auparavant. Et je pense que voilà, aujourd'hui, effectivement, on voit des remboursements, notamment en Suisse par exemple, par rapport à la médecine traditionnelle chinoise. Donc on voit quand même une intégration en Europe qui est progressive, mais qui existe quand même, dans la médecine dite complémentaire, médecine douce, et puis médecine non conventionnelle, quoi. Mm. Oui, on le voit. Moi, j'ai la chance d'être intervenue sur des accompagnements de cancer, des accompagnements de maladies neurodégénératives, des accompagnements de même de personnes en, en institution. Et à chaque fois, le corps médical m'a très bien accueilli. Et on a travaillé ensemble et là-dessus, c'était vraiment chouette. Après, je pense que ça dépend aussi du positionnement de l'accompagnant, du praticien. Voilà, c'est Bien sûr.
pour que toutes les relations se passent bien, je pense que c'est important que chacun trouve sa place et accompagne la place de l'autre aussi. Cette première expérience de masseuse, de praticienne en médecine traditionnelle, en médecine chinoise, du coup, Mm. euh, vers quoi elle va aboutir? À quel moment tu te dis, ah, il y a peut-être quelque chose que je vais ajouter ou que je vais transformer? Qu'est-ce qui a été le déclic un petit peu à ce moment-là? Et c'est avéré que moi, je continuais à titre personnel de, on va dire, développer mes capacités dans le tirage des cartes, dans la consultation du pendu, mais ça, c'était mon approche personnelle. Et en fait, au fur et à mesure des séances, j'avais beaucoup de retours qui disaient: Oh, mais vous ne faites pas que du massage. Oh, mais j'ai senti quelque chose d'autre pendant la séance. Oh, mais j'ai eu la sensation d'une extrême chaleur sur vos mains, ou des choses comme ça. Et moi, je percevais des choses de plus en plus, mais sans pas forcément l'accepter. Et en fait, c'est très rigolo, mais c'est ma grand-mère qui, je pense, m'a donné l'autorisation un jour où je lui massais le cou. Et elle, qui pourtant était cartésienne et qui avait beaucoup de mal à accepter ce que je faisais, elle m'a dit: Tu sais, je pense qu'il n'y a pas que le massage dans tes mains. Et je crois que ce jour-là, ça a été sa validation, en fait, en me dire: Bon, je vais peut-être tenter autre chose et je vais peut-être aller plus loin que juste le toucher. Voilà, donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé, moi, à le donner en séance, enfin, en tout cas à le mettre à ma carte aussi. Donc ça a été séance de magnétisme au départ. D'accord. Et quels ont été les premiers retours, du coup, par rapport à ces séances de magnétisme? Bah, très bien, enfin très bien, sinon je pense que ça ne durerait pas depuis 9 ans. Donc très bien. Après, c'est très rigolo, mais très rapidement, j'ai su dans quel domaine je me positionnais en magnétisme de façon très bien, et puis d'autres où, pour le coup, moi, j'ai pas de résultat. Euh, les verrues chez moi, c'est pas ce qui fonctionne très très bien. Oui. Par contre, tout ce qui peut être une douleur récurrente, je sais pas, il y a une très bonne connexion qui se passe en moi. Donc, Hmm. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui recherchent un peu justement leur capacité à développer leur magnétisme. Et est-ce que toi, tu rejoins un petit peu ces courants qui disent que tout le monde, finalement, a des capacités, a des dons, entre guillemets, à développer, qui peuvent se développer au cours de différentes expériences de vie? alors, je dirais même pas que de par les différentes expériences de vie. Pour moi, effectivement, tout le monde a du magnétisme, comme à peu près tout le monde a deux pieds et deux jambes en venant sur Terre, en fait. Sauf que tout le monde ne va pas faire du marathon. Et tout le monde n'a pas forcément envie de devenir magnétiseur. Pour moi, la formation de magnétisme, elle n'est pas de développer ses capacités, elle est de développer notre potentiel pour les canaliser et les diriger vers ce qu'on veut. Je prends souvent l'exemple, quand les gens me demandent, c'est pour des parents qui ont eu un enfant qui a mal au ventre ou qui a mal au dos. Et bien très naturellement, elles vont venir poser la main sur le dos et sur le ventre pour faire un caresse magique, comme on l'appelle. Et ben c'est déjà du magnétisme. Quand vous tapez, par exemple, très fortement le pied sur le coin d'une table où ça fait très mal, vous allez poser une main pour soulager la douleur. Et ben, ce sont des moments en fait où vous magnétisez direct. Hmm. Voilà. Après, on apprend à augmenter ses capacités, on apprend à mieux capter l'énergie, à mieux se protéger, à affiner ses perceptions pour comprendre l'énergétique humaine ou même animale. Mais tout le monde a cette capacité de base. Tu évoques la protection. Qu'est-ce que c'est Ouais. pour toi, justement, la protection dans le cadre des développements du potentiel énergétique? En fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie, pour moi, c'est une notion toujours d'équilibre. Et du coup, quand on vient ramener de la bonne énergie, qu'on vient de la rééquilibrer, on enlève du coup un potentiel de mauvaise énergie ou d'énergie stagnante que les praticiens sont susceptibles de se récupérer en fait. Et à terme, moi je le vois souvent, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans de pratique, si les praticiens ne sont pas formés, on va dire, aux bonnes techniques de nettoyage et de protection énergétique, et ben, ils terminent avec des balises jusqu'au milieu des joues à dire ben, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'y arrive pas, ça passe pas, ou il y a trop d'émotions, il y a trop de choses comme ça. Et autant qu'on entend en ce moment
les gestes barrières, les gestes de protection au niveau sanitaire, c'est tout aussi important pour un praticien d'apprendre à se protéger, à se nettoyer correctement au niveau énergétique. Hmm. Donc ça passe par de la pratique personnelle, ça passe forcément par un bon cadre de vie, hein, mais ça passe également par des techniques en fonction de ce qu'on peut avoir comme énergie en face, de ce qu'on peut pratiquer. Et est-ce que tu as justement, par rapport aux personnes, cette approche de dire que chacun est un petit peu aussi unique dans ses capacités, qu'il n'y a pas une seule personne qui est, tout le monde est, c'est ça qui est passionnant aussi, c'est-à-dire qu'on se rend compte quand on explore ce sujet que il y a à la fois quelque chose effectivement de commun, d'universel, en même temps, tout le monde a une unicité, quoi, et c'est vraiment c'est incroyable de le constater. Alors moi, c'est ce que je préfère. Je forme depuis 5 ans en énergétique et mon but vraiment à chaque formation, c'est non pas que chaque personne puisse suivre mon enseignement à la lettre, mais c'est de moi de leur révéler leur propre potentiel. C'est vraiment, on a tous cette magie de par notre vie, de par ce qu'on apprend, de par là où on a envie d'aller aussi, parce que chacun a envie de suivre son chemin. Euh, et ben, un potentiel unique, une sensibilité en fait unique, et c'est le but, c'est de le mettre en avant en fait. L'être humain est tellement magique là-dessus. Enfin, chacun a, un, a une vibration tellement belle à l'intérieur de soi qui demande juste à être révélée. Et une fois qu'elle est révélée, ça donne encore plus de magie. C'est super beau. Enfin, Oui, moi, est-ce c'est ce que... que je préfère dans Ouais. l'être humain, en fait. Vraiment. Est-ce que ce sera pas aussi, moi je pense aussi que au-delà de l'énergétique, c'est un peu un réenchantement du monde, c'est-à-dire qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a quand même on est un peu blasé du monde dans lequel on vit, quoi, effectivement, comme si on avait un petit peu tout découvert, un petit peu été au-delà de tout ce qu'on était capable de faire. On va dans l'espace, on a visité les mers, on connaît la map monde, je dirais, de la Terre. Euh, et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'effectivement, il y a à la fois cette impasse au niveau intellectuel, au niveau de ce que l'on pense être aujourd'hui la Terre. Et dans ce côté énergétique, on découvre qu'en fait le monde est beaucoup plus large, en fait, est en expansion encore au niveau de nos connaissances. Il y a quelque chose encore à percer en fait au niveau de ce que l'on connaît, ce que l'on croit connaître en tout cas du monde. Oui, je pense qu'il y a une question aussi de vision, en fait. Ce qui, ce qui pour moi est un grand changement actuellement, en tout cas pour des personnes qui s'en donnent l'autorisation et qui vont dans ce milieu-là, c'est la pleine conscience. Alors on en parle à tort et à travers, mais pourtant elle est réelle. C'est prendre conscience du monde qui nous entoure et vivre les choses en conscience, ça donne une autre envergure en fait au quotidien. C'est On a tendance à vouloir aller plus loin, effectivement, dans l'univers, la planète, euh, la compréhension de l'extrêmement loin ou de l'extrêmement petit, alors que prendre juste le temps de regarder par notre fenêtre ou de regarder notre corps ou de sentir, tiens, quand on fait tel mouvement, il se passe ça à l'intérieur, ça prend déjà beaucoup de temps et tellement de richesse que ça serait bien qu'on revienne juste à ça, en fait. Et c'est aussi ce qu'on enseigne au fur et à mesure. Moi, je suis en plein enseignement aujourd'hui parce que j'ai eu la pour la première fois il y a 8 mois. Et j'observe énormément mon fils à la découverte du monde. Et c'est un enrichissement incroyable que de le voir observer les feuilles bouger dans les arbres que pendant voilà, des minutes et des minutes. Et je me dis que ça serait, même si j'essaye de le faire au quotidien, ils ont tout compris et ça serait bien je pense qu'on l'ouvre de plus en plus. Ce Hmm. qui nous permettrait de moins mal vivre toutes ces périodes un peu particulières. Voilà, qui nous demandent forcément de revenir à nous-mêmes et de revenir en soi. Donc, Et par rapport à la période actuelle qui est quand même particulière, oui. est-ce que tu reçois des personnes qui ont un profil différent en tout cas ou qui ont effectivement cette approche de prise de conscience ou le sentiment quand même qu'il y a un peu une urgence d'évolution, on peut voir un peu ça. Euh, Alors, c'est un peu particulier. Moi, pour l'instant, j'ai pas repris les séances hein, parce qu'il y a toujours cette, ce flou comment dire, juridique hein, sur notre capacité ou non à prendre les séances en tant que thérapie. Du coup, je me laisse encore un petit peu de temps pour décider. Néanmoins, ce que j'ai pu me rendre compte dans les questionnements, nous, on a, parce qu'on parle beaucoup entre praticiens,
Il y a deux choses. C'est qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte que l'arrêt provoqué par le confinement et donc la pause sur leur vie leur ont posé des questions où ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient peut-être pas dans la bonne direction. Qu'on a une espèce de train-train quotidien qui nous emmène à pleine vitesse et qu'au moment où ce train s'arrête, on se rend compte des choses. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues post-confinement me demander de refaire un point au niveau énergétique sur où elles en étaient rendues dans leur vie. Donc il y a une vraie remise en question de ma vie, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte qu'à l'arrêt, c'était peut-être plus ce que j'avais envie d'être, de peut-être plus ce qui résonnait avec ce que je suis actuellement. Ça, c'est ce que j'ai eu beaucoup. La deuxième chose, là, ce confinement, il est vécu complètement différemment parce que c'est plus au niveau des praticiens et des thérapeutes autour que l'on a ces questionnements. On a été mis en avant comme commerce non essentiel, ce qui n'est pas forcément agréable, praticien police. Et du coup, c'est savoir comment on se positionne là-dedans, quels sont les questionnements, où est-ce qu'on va et comment on peut accompagner. Et du coup, avec une de mes collègues, on a mis en place des tables rondes entre praticiens du bien-être pour pouvoir continuer à en parler et essayer de créer de belles choses en fait pendant ce confinement, voir le positif et comment rebondir par la suite au niveau énergétique. Toi-même, tu Voilà. proposes des choses, des services qui sont plutôt en ligne davantage qu'en présentiel? Ouais, pour le moment, ouais. Ouais. Même si pourtant le toucher est au cœur de mon métier, mais j'ai malheureusement des personnes à risque aussi autour de moi à titre personnel et du coup pour moi c'est difficile en fait. Bien sûr. C'est une vraie scission hein, qui est à l'intérieur de moi entre le je sais que l'on peut amener beaucoup de choses et en même temps, je ne sais pas s'il est important de faire prendre des risques inutiles dans un milieu médical qui est déjà en plein boom et en plein craquage, parce que Bien nous, on sûr. a récupéré énormément de personnel aussi médicaux au bout du rouleau, en fait, après le premier confinement. Et c'est aussi cette clientèle-là que j'ai envie de pouvoir accompagner dès que possible. Donc, voilà, voilà, c'est des questionnements quotidiens, puisqu'en plus les lois changent tous les jours. Du coup, Ça veut ça dire qu'on demande navigue beaucoup un petit d'adaptation. peu à vue, oui, effectivement, par rapport Ouais. à. Moi, j'en parlais récemment aussi pas mal. Effectivement, juridiquement, tout le monde n'est pas d'accord sur un peu le flou. Il y en a qui n'ont pas de proches, disons, à risque, donc ils prennent le risque, entre guillemets, d'accueillir des personnes. D'autres qui, effectivement, ont une famille, peut-être des personnes, effectivement, à risque, qui sont classées dans les personnes à risque. Donc là, les questions se posent, évidemment, de continuer ou de ne pas continuer leur activité. Et tout n'est pas transposable effectivement à distance non plus, Non. même si il y a de belles choses qui peuvent se faire à distance, mais le présentiel, ça reste quand même l'accompagnement, le principe et la fin, quoi. Donc, oui, je comprends bien les questionnements. J'aimerais revenir, Audrey, sur tes formations, savoir Oui. un peu plus en détail ce que tu proposes justement, comment elles sont construites ces formations, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup des auditeurs de comprendre, de savoir ce que tu fais. Et si tu pouvais rappeler simplement où tu te situes géographiquement, ça peut aussi intéresser. Alors moi, je me situe dans la belle région de Bretagne, du coup, qui est ma région d'adoption depuis des dizaines d'années. Voilà, donc du côté de Rennes, précisément. Je suis un petit peu dans le nord de Rennes. Je me suis expatriée de la ville pour essayer de rejoindre un peu la campagne bretonne. Du coup, moi, je forme depuis 5 ans. Alors, j'ai commencé les premières formations que j'ai données, qui est aussi un des formations qui me tient énormément à cœur, qui est la formation au bol tibétain. Donc, je travaille sur un protocole de rééquilibrage énergétique au bol tibétain. Euh, donc, avec toutes les vibrations, du son et tout. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, quand je me suis installée, on n'était que 2 en France à faire cette formation. Et ce protocole, je l'ai créé toute pièce après différents voyages en Indonésie auprès de chamans indonésiens, en fait, que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc ça, c'était très très chouette. Et voilà. Et je porte cet instrument qui me tient énormément à cœur depuis toutes ces années. Et je suis hyper heureuse de voir à quel point ça fait de ses petits et que c'est en train de se développer dans plein de milieux. Et voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'on C'est- voit beaucoup, beaucoup de vidéos, on voit beaucoup effectivement d'utilisation, notamment je voyais récemment de plus en plus chez les infirmières, on commence à utiliser aussi un petit peu le mot tibétain, donc ça c'est intéressant aussi. J'ai formé un EHPAD sur Angers, j'ai formé des centres de communication animale et des centres équestres aussi.
J'ai pu le faire auprès de maîtresses d'école pour les enfants. Ouais, Enfin, ouais. ouais, il y a vraiment plein de choses qui se font et ça, c'est vraiment chouette. Et ces chamans indonésiens, ils utilisent aussi le bol tibétain? Non, peut-être pas. Ils, alors, ils utilisent le vol tibétain pas de la même façon que nous, en fait. Ils l'utilisent beaucoup plus dans le caractère de la prière, hein, dans le bouddhisme de base, mais utilisent les vibrations d'une autre manière avec d'autres instruments. Voilà. Après, ça reste des vibrations, hein, de toute façon. Hmm, Physiquement, c'est la même chose qui se passe dans votre corps, c'est juste que les fréquences des bols tibétains vibrent à d'autres niveaux. Mais... d'accord. Et toi, par rapport à ton questionnement, j'allais dire individuel, par rapport à Dieu, par rapport à la source, par rapport à la transcendance, de quel état d'esprit tu étais à ce moment-là quand tu as commencé, que tu as continué tous ces soins énergétiques? Là, je reviens un petit peu en arrière peut-être, mais en même temps, c'est intéressant de préciser avant d'aller sur les formations, dans quel état d'esprit tu te situes par rapport à toutes ces découvertes, toutes ces explorations. Je suppose quand tu es revenu en France après l'Indonésie, c'est quand même une autre vision du monde, une autre perspective de la santé aussi. Alors, c'est particulier parce on a idéalisation, je vais y arriver, de la culture asiatique là-dessus. Moi, j'ai vu les deux extrêmes, c'est-à-dire que je suis restée 2 années de suite pendant plusieurs mois dans un petit village en fait au fond de l'Indonésie et où il y a effectivement des chamans là-bas qui divulguent certains soins donc à base de plantes, à base de massages, de techniques. Mais parce qu'il y a aussi la santé qui n'est pas accessible à tous et j'ai vu aussi l'extrême misère au niveau de la santé là-bas. Euh, du coup, je pense que c'est comme pour tout, il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser. Ils ont, euh, ils ont des perceptions qu'on n'a pas forcément, hein, sur des choses sur lesquelles ils ont 50 ans de retard, hein, au niveau de la médecine, hein, très clairement. Euh, et en même temps, il y a cette culture de l'autre, il y a cette culture de toucher qui est tellement naturelle chez eux. Enfin, en tout cas, là où j'ai été, voilà, où on a mal quelque part, et ben on s'arrête au milieu de la rue et puis la personne là, c'est comme ça et c'est normal et ça se fait et il n'y a pas de regard et du coup c'est extrêmement naturel en fait. Il y a beaucoup de parties, c'est ce qui m'a semblé le plus enrichissant Hmm. dans la découverte de l'autre, dans l'écoute aussi. Enfin voilà. Et puis il y a un grand respect qui est donné à ces anciens finalement qui sont riches de savoir et qui tiennent une place particulière dans la tribu. Donc, Oui, souvent aujourd'hui, ce qu'on critique un peu, c'est un peu le consumérisme de la médecine ou de la santé ou de la spiritualité. C'est-à-dire qu'on va aller chercher quelque chose non pas pour approfondir soi-même, non pas pour aller vraiment sur une responsabilisation, sur un respect aussi du praticien, mais plus un peu en tant que consommateur. On va cette habitude un petit peu de consommer. À partir du moment où on paye, on a accès et c'est voilà, on a accès. Alors qu'effectivement, c'est plus qu'une contrepartie financière, c'est aussi un cheminement personnel. Et ça, c'est vrai que c'est important parce que c'est vrai que ces dernières années, j'ai l'impression, enfin, c'est personnel évidemment, mais qu'il y a un peu ce côté aussi maintenant de consommer un peu voilà, du spirituel ou de la santé, plus que de vouloir faire un cheminement personnel et sincère par rapport à différents horizons, à différentes ouvertures. alors, je pense qu'il y a une culture du temps aussi qui est différente. On est dans des générations où tout va très vite, donc ça, je pense que les gens ont besoin d'aller vite. On le voit aussi sur les demandes, hein. Moi, quand des gens viennent au cabinet, si je leur dis qu'il y en a pour 2 ans de travail, je pense qu'ils ne reviennent pas. Ils ont un vrai besoin de résultats rapidement. Et la deuxième chose pour moi, c'est qu'on leur a tellement ôté en fait leur capacité de pouvoir personnel depuis des années, autant dans la médecine que dans le travail ou quoi, qu'ils en sont plus connectés. Donc la question à se poser, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas, moi quand je leur fais se poser la question lors de mes séances, c'est quelque chose qui est souvent déroutant pour eux. Euh, et après, il y a toujours des personnes qui voudront consommer et il y aura toujours des praticiens et des thérapeutes qui se positionneront pour profiter de cette faille-là. Mais ça, Bien sûr, après, voilà, c'est la vie. chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment. Exactement. Voilà. Et puis quelque part, ça répond aussi à un besoin, puisque effectivement, quelque part, c'est une forme, on peut dire, d'addiction, mais bon, quelque C'est part, ça. c'est aussi une recherche, hein, même à travers la consommation, hein, il y a une recherche de quelque chose, évidemment.
Donc voilà. Et donc pour revenir aux formations, du coup, parce que du coup je t'ai un petit peu écarté Oui, il n'y a pas de souci. dans ton propos, mais il y a eu ce voyage chez les chamans indonésiens, Ouais, le bol tibétain, ouais, et le bol puis tibétain. l'apport ensuite de d'autres aspects, je suppose, par rapport à la médecine. Oui, après, du coup, donc ça, c'est le bol tibétain. C'est celui qui m'a mis, on va dire, le premier pas dans les formations, même si dans mon ancien travail, c'était une qualification que j'avais déjà. Donc, je pense que j'ai eu cette fibre, en fait, formatrice, parce que pour moi, c'est un autre métier de former que d'accompagner. C'est vraiment différent. Et du coup, après, donc, j'ai créé le stage nettoyage et protection qui en fait m'a été demandé. C'était une vraie demande et des élèves qui venaient et des clients qui consultaient, puisque j'avais beaucoup de personnes dans le milieu social, médical et énergétique qui manquaient de ces bases-là et qui sentaient vraiment qu'il y avait un vrai besoin. Et ensuite, donc, j'ai continué avec une autre stage qui pour moi me manquait par rapport. En fait, je trouvais qu'il manquait dans les différentes formations qu'il pouvait y avoir, c'est la formation chakra aura. Qui me tenait à cœur parce il y a plein de bouquins, il y a plein de petites choses sur Internet et en fait, je trouve qu'on manquait d'aller en profondeur dans cette partie-là. Et donc, du coup, c'est un stage que j'ai créé aussi. Euh, et ça a été mes 3 stages. Et puis après, donc, il y en a eu 2 autres qui sont venus après coup, qui est le stage de devenir magnétiseur, qui là pour le coup regroupe nettoyage et protection, chakra aura et leur équilibrage par magnétisme, et qui enseigne vraiment le but de faire un bilan bioénergétique complet, un rééquilibrage par magnétisme. Et le tout dernier, le petit nouveau de l'année 2020 qui me tenait à cœur depuis des années, que j'arrivais pas à poser réellement, et qui a profité de mon congé maternité pour être fait, qui est l'IMEA, donc Libération des mémoires anciennes. Et là, je travaille en fait sur une technique que j'ai créée en toucher et régression, voyage régressif, sur la libération des mémoires corporelles, transgénérationnelles, utérines et de vie. D'accord. Ouais. Tu évoques justement les chakras, l'aura, Ouais. sont des termes qui peuvent aujourd'hui sembler dans la culture, j'allais dire, entre guillemets, spirituelle, un petit peu répandue. Mais si tu dois revenir à la base, pour toi, c'est quoi en fait l'être humain au-delà du corps physique? Ah, l'être humain, déjà, c'est l'énergie toujours en mouvement. Voilà, je dirais que c'est déjà un brassage énergétique. Euh, pour moi, le déséquilibre énergétique, il vient à partir du moment où il y a une stagnation d'énergie. Il faut vraiment imaginer que le corps énergétique, qui soit composé de cette enveloppe autour dont on parlera, ou de ces centres énergétiques internes dont on parle chakra, il est avant tout, vraiment, c'est un échange d'énergie entre l'extérieur, le ciel, la terre, et ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et ça, c'est toujours en perpétuel mouvement. C'est pour ça qu'on est aussi changeant et c'est pour ça que l'être humain se diffère d'un robot. C'est parce qu'il y a toujours ce mouvement énergétique. Hmm. Voilà. Donc, on est composé d'un corps physique que vous connaissez, d'un corps énergétique de l'enveloppe externe aura qui est composé de 7 champs énergétiques et de 7 centres principaux énergétiques internes, le vortex que l'on appelle chakra. D'accord, ouais. Chakra, c'est vrai que c'est un terme hindou, Oui, hindouiste. on le retrouve aussi dans la médecine chinoise, hein, le On le terme retrouve aussi chakra. dans la médecine chinoise. Alors Ouais. peut-être sous un terme différent, du coup, peut-être que le chakra. Euh, Non, non, les chakras sont aussi reliés hein, d'accord. à des centres en acupuncture. D'accord, ouais, donc vraiment on a cette culture déjà. Et pourquoi justement nous en Occident on n'a pas en fait? Parce que là on utilise des termes effectivement qui sont d'autres régions, mais nous dans notre culture occidentale on n'a pas cette découverte au niveau énergétique, cette conception qu'on trouve pourtant un peu partout dans le monde. Nous on a l'impression qu'on est vraiment investi dans la médecine du corps physique, effectivement, qu'on a fait beaucoup de progrès en ce sens, qu'on est allé très très loin dans la chirurgie, dans tout ce qui est effectivement mécanique, etc. Et qu'on est un peu passé à côté, bon peut-être pas toujours, mais un petit peu de cette conception aussi un peu métaphysique, énergétique, en tout cas. Alors, j'avoue que je ne connais pas toute l'historique, donc là, ça serait un autre domaine où je pense qu'il y a des personnes qui seraient bien mieux formées que moi. Mais si pour moi il y a une grosse différence, ça serait au niveau religieux en fait. Ouais. Je pense qu'on a
par le catholicisme, on est revenu sur même une punition de la chair, en fait. On a du mal à garder, pour moi, l'esprit. Enfin, on prend la symbolique même de Jésus qui est crucifié, hein, sur la croix. On a vraiment ce plantage des clous dans la chair, et pour moi, on revient sur un domaine très physique, en fait, par D'accord. rapport au spirituel. Dans le catholicisme, enfin, même si on dit qu'on est un pays laïque, hein, mais on a quand même une culture qui est bien là. Et on revient à l'âme comme l'âme, on entend souvent après la mort, mais on a du mal à le saisir dans le vivant, en fait. Contrairement au bouddhisme ou à l'hindouisme, où on a une pleine conscience au quotidien, pour moi, de ça. Ce qui fait que je pense on a une perception différente, en fait, du corps. Tout à fait, oui. Voilà, je donnerais, c'est ma théorie, mais là après, À creuser. exactement. Tu évoquais cette méthode de libération, cette formation de libération énergétique par rapport aux mémoires transgénérationnelles. Est-ce que justement, par rapport à cette approche, mémoire également d'autres mémoires dont tu parlais, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus par rapport à de quoi on est porteur finalement? C'est vrai que des fois on ne comprend pas vraiment quels sont nos blocages, d'où viennent nos blocages. Et on commence à découvrir que peut-être nos blocages, parfois ils viennent de notre famille, effectivement des générations précédentes, du vécu, des expériences de vie, ou peut-être d'autres mémoires. Quelles sont tes expériences par rapport à ça et ton vécu? Alors, euh, euh, c'est, je pense en fait dans tout ce qui est aujourd'hui l'épigénétique, on n'a pas encore tout découvert sur ce qu'on est capable de transmettre au niveau des gènes. Je pense qu'on n'est qu'au début. Je pense qu'il y avait surtout une croyance qu'on naissait avec les gènes tels quels et que c'était les mêmes tout au long de notre vie, alors qu'on est en train de voir que ça peut se modifier, même sur une seule génération. Donc, il commence à y avoir des théories comme quoi on arriverait même dans notre vie sur Terre avec des mémoires, en fait, au niveau de nos gènes. On s'est rendu compte qu'il y avait des schémas de génération en génération qui pouvaient se faire même sans qu'on en ait conscience, même sans que la famille en ait conscience, en répétant par exemple des traumatismes au même âge, des naissances au même âge, des dépressions, des maladies au même âge. Enfin, voilà, on peut avoir des répétitions à ce niveau-là. Ça, c'est ce qui est sur l'ordre de l'avant, avant d'arriver dans notre code génétique. Pour ceux qui y croient, et là c'est libre à chacun, il y a aussi tout ce qui peut se passer dans les mémoires des vies antérieures, où en fait, même en chamanisme, on estime que s'il y a quelque chose qui a pu se passer dans une vie antérieure qui a créé un très gros trauma, on peut très bien le ramener dans cette vie-là sous forme d'un petit trauma, et du coup on va remonter dans des vies antérieures pour récupérer un peu l'âme qui a pu, on va dire, exploser pendant ce traumatisme, et pour la ramener entièrement et régler en fait le problème dans le présent. On peut également avoir, et ça on s'en rend compte aussi, mais c'est quelque chose qui est encore assez récent, de tout l'impact que peut avoir la grossesse et tout l'émotionnel de la mère pendant la grossesse de l'enfant. Est-ce que ça peut impacter? Donc ça, c'est tout ce qui est intra-utérin. On est en train de se rendre compte, alors on le savait déjà au niveau énergétique, que l'énergie est différente en fonction de tel ou tel mois de grossesse. C'est-à-dire que toute l'énergie ne se met pas en place, comme les chakras ne viennent pas, par exemple, complètement développés dès la naissance. Ils se forment au fur et à mesure de notre vie. Et du coup, c'est en relation avec ce que l'on met en caractère dans notre vie. Et, voilà. Et en fait, au niveau intra-utérin, il se passe la même chose. Le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, ils vont tous avoir des thèmes, ce qui fait que s'il y a un traumatisme qui se passe au premier ou au troisième mois de grossesse, eh ben, ça ne va pas avoir la même influence sur l'enfant à naître. D'accord. Ça, c'est ce qui est en mémoire, on va dire, antérieure. Et après, il y a toutes les mémoires de la conscience du présent qui se forment en schémas répétitifs et qui vont impacter nos capacités personnelles dans la vie. Je prends un exemple tout simple. Si depuis tout petit, tu as entendu mais ne le fais pas, tu n'es pas capable de le faire, ou, voilà, ben, ça va s'inscrire à l'intérieur de toi que tu n'es pas capable de le faire, ça va devenir un schéma limitant alors que tu en es tout à fait capable, mais ça ne t'appartient pas. Donc tout ça, ça vient travailler sur la capacité d'expansion, sur le pouvoir personnel, sur la place, la confiance. C'est là qu'on se rend compte aussi que l'éducation est extrêmement importante.
Et c'est vrai Oui, qu'il y a cette prise de conscience. Je pense qu'on est depuis quelques années. Il y a enfin, moi, je vois tout à fait des mouvements, de plus en plus de conférences, de vidéos sur l'importance de l'éducation, sur la façon dont on éduque. Et c'est vrai que ça demande, pour les parents, je pense que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'idées qui circulent, beaucoup d'ouvrages qui sont en train de sortir. Et avec les neurosciences, notamment les neurosciences oui, affectives, on observe beaucoup voilà, de remise en question sur la façon dont on peut se comporter avec les enfants, les bébés aussi, au fil du temps. L'écoute aussi, l'importance de l'écoute, de la place aussi de la parole, de l'expression. Donc c'est toute une nouvelle aussi, un nouveau courant qui se met en place et peut-être que ça va éviter aussi des formes de traumatisme, hein. Souvent, moi je pense qu'on associe traumatisme à quelque chose de lourd, de très, voilà, de très grave, qui a été vraiment voilà, très fort. Alors je pense qu'il y a quand même des petits traumatismes aussi individuels et moi je vois beaucoup ça. Enfin, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, même qui ont une enfance plutôt heureuse, bah, ils ont quand même des petits traumas en fait par rapport à peut-être l'expression, ce qu'ils n'ont pas pu exprimer, ce qui n'était pas dit, ce qui n'était pas secret de famille, etc. Donc je pense voilà, qu'il y a un peu une rénovation là-dessus qui est en cours. oui, il y a ça. Alors, faut voir que c'est quand même très récent. La conscience que l'on peut avoir qu'un enfant est un être humain, en fait, avec des émotions, avec une pensée. Je lisais un livre, je n'ai plus le titre en tête, je crois que c'est Les émotions de l'enfant ou quelque chose comme ça, où en fait, ça date des années 50, en fait. Avant 1950, on se disait qu'un enfant dans le ventre ou même un nouveau-né, c'était juste un tube qui mangeait, allait à la selle et puis qu'il fallait changer de temps en temps en fait. Et du coup, ça a que 70 ans et je pense, et je trouve déjà qu'en 70 ans, on a fait des progrès énormes sur la conscience que l'on peut avoir au niveau des enfants aujourd'hui. Et il y a la conscience des enfants, mais aussi la conscience des parents. Et ça, c'est aussi autre chose. Moi, j'invite notamment, il y a un fabuleux podcast qui s'appelle La Matrescence, et toutes les futures mamans et mamans à le consulter, et aussi les papas, parce qu'il y a des sujets qui traitent sur la matrescence, et qui est là aussi du bouleversement émotionnel, énergétique des parents le jour où ils deviennent parents, justement. Et il y a aussi comment on va accueillir l'enfant, mais comment on s'accueille aussi en tant que parent. Et c'est pour moi tout aussi important si on veut que le duo passe bien entre l'enfant et les parents. Je te remercie beaucoup Audrey. Le temps se passe super vite. Je vois, ça fait déjà presque 50 minutes qu'on est ensemble. Oui. Enfin, il y a une question que j'aimerais quand même aborder avec toi qui est importante, c'est que l'aboutissement pour toi de toutes ces rencontres, de tout, je pense, toute cette souveraineté que les gens récupèrent, ce potentiel qui est en chacun de nous que tu évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'évoque toi aujourd'hui par rapport à une situation globale, par rapport à ton cheminement personnel? Euh, Est-ce que tu as une vision du monde du coup qui est aujourd'hui plutôt positive, plutôt optimiste, ou au contraire tu restes quand même avec des réserves sur l'évolution de l'être humain, sur ce qui se passe aujourd'hui sur Terre? Bah, je vais être très honnête, je crois que j'ai pas tranché. Je suis un peu là depuis quelques temps en mode retrait, en observation, très un peu. Ça, c'est peut-être mon côté scientifique qui revient. Je note, je regarde, j'observe, j'arrive pas à savoir finalement où on va. J'ai l'extrême sensation qu'il va falloir passer par un grand bouleversement pour renaître, comme ça s'est toujours passé. Je pense que l'être humain a 1000 fois sa capacité à l'intérieur de lui de rebondir de façon positive. Et je me pose toujours la question à savoir si ce qu'on est en train de vivre est assez important pour que ce soit enfin la prise de conscience attendue ou pas. Et voilà, je suis dans cette attente-là en me disant il y a plein de choses à faire de tout, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y a tellement de choses positives à voir, tout ce temps que les gens peuvent avoir là pour se recueillir, pour passer par eux-mêmes. On est peut-être en train de remettre en cause des fêtes de famille. Et on sait, Dieu sait que les fêtes de famille sont source de questionnements, d'angoisse, de choses. Je me dis, est-ce que les gens vont en profiter pour se poser la question à qui j'ai envie d'être, comment je le vis, enfin, toutes ces petites choses. Et en même temps, j'ai l'impression que certains y vont et d'autres à qui on coupe l'herbe sous le pied et que finalement, il y en a qui s'éteignent face à cette emprise un petit peu de pensée politique ou des choses comme ça. Et j'arrive vraiment pas à savoir, j'avoue. Et pourtant, j'essaye, parce que moi je fais de la numérologie, j'essaye de comprendre, d'aller étudier et tout, mais c'est un peu le bazar, il faut dire ce qu'il est.
Oui, c'est vrai pense que que on le voit, hein, c'est vrai que moi j'ai vu énormément. Je suis pas très très regardant, aussi j'ai tendance à être observateur, je dirais personnel, et pas trop regarder ce que dit l'astrologie, la numérologie, même si je vois qu'il y a florès effectivement de vidéos sur les prévisions 2021, 2022, 2023. Voilà, et c'est vrai que ça nourrit beaucoup de questionnements et on voit qu'il y a une vraie interrogation sur l'avenir, hein, ça a toujours été le cas, je pense, mais là aujourd'hui c'est vrai que c'est très présent, en France notamment. Et j'ai le sentiment aujourd'hui, pour revenir, j'aimerais bien revenir sur la jeunesse aussi, parce que j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a quand même un petit peu je dirais une phase un peu un relent de rejet en fait par rapport à notre société actuelle. Comme si on était finalement, je vois de plus en plus de jeunes un peu s'écarter, ne plus trouver vraiment leur place. Il y a beaucoup de gens, quelle que soit leur génération, qui se posent beaucoup de questions. Donc on est vraiment dans une période un petit peu on se perd aussi, peut-être pour se retrouver, mais on se perd quand même dans un premier temps. Comme si les codes de la société finalement ne correspondaient plus à notre état de conscience, un petit peu. C'est un peu ça que je constate. je pense que ça fait un moment, mais je pense que les personnes étaient très disciplinées pour continuer à avancer en fait. Et qu'aujourd'hui, comme on ne leur offre plus les opportunités pour avancer, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, du coup, elles commencent à se poser les bonnes questions. Moi, je prends un exemple très simple au niveau du cabinet. Il y a une dizaine d'années, les gens qui venaient avec cette demande de j'arrive plus à dormir, je me sens pas en forme, des choses comme ça. Donc on revenait vraiment sur le basique, apprendre à bien manger, bien dormir, bien se réénergiser. Aujourd'hui, les gens viennent vraiment avec ce questionnement de je ne sais plus qui je suis ni où je vais. C'est vraiment une envie de comprendre qui l'on est, de savoir qui l'on est et de commencer à s'accepter et de réaccepter sa vie en fonction de ça. Et je ne sais pas si la génération d'après nous, parce que je pense qu'on a à peu près le même âge, seront totalement au clair avec ça, mais ce que je pense et de ce que je peux voir et des personnes que je peux former, que je peux accompagner, c'est que la génération encore d'après, celle de nos enfants, auront cette ouverture d'esprit-là. Je D'accord. pense très sincèrement. Oui, oui, Donc, ah ouais, ah ouais, ah ouais. On voit de toute façon que les schémas dans la tête des enfants sont plutôt les mêmes. Donc ça, je dirais que ça a toujours été, hein. Chaque génération, de toute façon, a ses schémas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, on sent quand même un décalage par rapport à... Même si tout le monde, quelque part, peut changer d'avis, hein. Il n'y a pas d'âge pour évoluer dans ses idées, hein. Mais c'est vrai qu'on sent quand même... Moi, je sens quand même entre générations, il y a des vraies différences de vision du monde. Et je le vois même dans mes contacts, dans mes amis. Certains voilà, sont vraiment là pour accomplir, entre guillemets, ils n'ont plus du tout cette ambition matérialiste de s'accomplir, je dirais, de façon uniquement matérielle, mais il y a mm, vraiment une ambition aussi, une vie spirituelle qui peut être intense et qui peut être effectivement une perspective qui est totalement différente, qui donne une vie vraiment avec des centres d'intérêt qui sont vraiment différents de ce qu'on a pu connaître par rapport au développement économique du pays. Très longtemps, ce qui apportait quand même, c'était de développer économiquement le pays. Aujourd'hui, on voit bien que dans la mode d'un petit peu de la décroissance, du ralentissement, de ce qui est effectivement les mouvements un petit peu écologistes, on voit bien que la philosophie change aussi par rapport à ça. Donc, mais je te rejoins tout à fait hein, sur le fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ça les dérange moins de moins gagner leur vie pour regagner un confort de vie. Vraiment. On voit sur. Alors, c'est amusant parce que c'est très paradoxal, c'est-à-dire qu'on voit une vraie prise de conscience là-dessus, et à côté de ça, on voit qu'au déconfinement, la première chose que les gens font, c'est de foncer dans les centres commerciaux pour aller. Et je me dis pourquoi. Il y a encore quelque chose qui n'est manifestement pas perçu, mais c'est pas grave. moi, ça, je vois ça comme un vide intérieur aussi. C'est-à-dire que ça répond. Ah, il y a une petite coupure, je crois. Allô? Ça, Ah oui, ça a coupé. oui, Oui, tu oui, m'entends? oui, oui, tout à fait. Il y a eu une petite coupure. Exactement. Donc je disais du coup que je pense que ça répond aussi à un vide qui est intérieur finalement, c'est le besoin d'aller dans le magasin, de se sentir un petit peu vivant. Pour moi, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a un trou noir, quoi. Il y a un trou noir par rapport à quelque chose qui n'est pas connecté, par rapport à son intérieur, par rapport à l'amour de soi aussi. On va chercher à remplir. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait pour remplir? Ben, on va vers l'extérieur avant tout.
Donc ça, je dirais que c'est pour tout le monde pareil, de façon Mais très... tu as raison, hein, moi je le vois dans les séances où je fais beaucoup de séances dans le silence. Surtout quand à terme j'utilise les bols, mais j'utilise aussi le tambour, enfin j'utilise d'autres instruments et donc j'aime bien démarrer dans le silence. Et c'est très perturbant pour la plupart des gens de se retrouver dans le silence face à eux-mêmes, alors que c'est tellement agréable. Mais oui, c'est un vide à apprivoiser en fait, et à le Ouais. remplir de mille Ouais. choses. C'est ça aussi. Mais c'est vrai que ça fait très peur, hein, pour beaucoup de gens de se retrouver face à ce vide, quoi. Un sentiment que c'est un peu un gouffre, hein. Alors que bon, quand on y va vraiment et qu'on se dit, voilà, c'est pour ça que souvent il faut un accident, il faut entre guillemets un drame, voilà, pour qu'on décide à accepter de voir un petit peu de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, dans l'état d'esprit du public, c'est un petit peu, je vais attendre le problème pour aller voir un praticien, même si on voit des personnes maintenant qui vont voir les praticiens plus pour se découvrir au-delà d'avoir un problème. C'est vraiment, il y a une perspective de découverte. Je dirais, ils n'attendent pas d'avoir un problème dans leur vie pour commencer à se poser des questions. C'est c'est vraiment très peu quand même, hein. Souvent, quand on les voit arriver comme ça, c'est parce qu'ils ont déjà une ouverture d'esprit à ce niveau-là. Oui, En oui, fait, il y a déjà une prise de conscience, peut-être qu'ils n'ont pas conscientisé justement, mais elle est déjà là et l'ouverture est déjà là. Mais tant mieux, enfin, moi je trouve ça super que ça se démocratise dans plein de domaines différents. Voilà, moi j'ai la chance d'accompagner des entreprises aussi dans des milieux qui ne sont pas du tout de base comme ça. Et c'est vraiment très chouette parce que ça ouvre aussi plein de possibilités. Et parfois, c'est juste ce petit soin de 10 minutes, un quart d'heure dans un contexte qui n'est pas l'heure qui va leur ouvrir des portes. Et ça, enfin, multiplions ça en fait. Toutes ces petites choses de gagner, oui. c'est toujours du positif. Je te remercie énormément, André. Merci. L'interview se termine. Est-ce que tu souhaites ajouter peut-être un dernier mot, quelque chose que tu voudrais évoquer dont on n'a pas parlé ensemble? Merci à toi de permettre ça. Moi, j'aime bien déjà toutes ces initiatives en fait qui permettent de recréer de l'échange. En fait, c'est ça qui est important pour moi dans un monde où on peut, surtout en ce moment dans un contexte où on peut se sentir vraiment isolé. Ne coupez pas les contacts pour autant et trouver d'autres moyens de faire de l'échange. Voilà. Il y en a plein qui existent. Donc, c'est vraiment important. Merci. Merci Rémi.